que vous allez bien? Alors ce soir, je suis avec Jérémy Marache et Pierre Fine de chez Millet Montaigne et on va vous parler des risques en montagne. Alors cette année, il y a beaucoup de stations, enfin même quasiment toutes les stations qui ont fermé à cause du Covid et du coup beaucoup de gens se sont mis au ski de randonnée. Mais quand on part en randonnée, il est vraiment très important de connaître la nivéologie et toutes les sécurités à prendre en compte, etc. Donc je vais laisser Jérémy et Pierre vous parler plus en détail de tous ces risques et ces précautions. N'hésitez pas à prendre des notes pendant votre live. On posera toutes les questions à la fin à Jérémy et Pierrick et vous pourrez tenter de gagner plein de cadeaux Millet et Snow Leader. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Millet a décidé il y a quelques années de ça de lancer son programme de Safety Academy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première Safety 2021 qui est dans un format un peu spécifique en ligne. Donc du coup, pourquoi Millet a décidé de faire ces Safety Academy? Cette année, la marque a la chance de fêter ses 100 ans. Du coup, 100 ans d'innovation de produits et d'innovation sur tout ce qu'on fait. On encourage donc le consommateur à toujours aller en montagne, à profiter, à repousser un petit peu ses limites. Et le but, c'est aussi de sensibiliser les gens à la sécurité en montagne et de faire ça avec plaisir. Donc voilà, avec nous, on a la chance d'avoir Pierrick Fine, qui est fraîchement diplômé guide de haute montagne et alpinisme de haut niveau. Voilà. Si on peut avancer la présentation. Donc on va commencer. Donc voilà, là c'est un peu l'histoire de la marque Millet. Donc c'est ce que je disais, Millet fête ses 100 ans. 100 ans d'innovation, 100 ans de conseillers techniques qui nous ont accompagnés. Donc l'histoire de l'alpinisme est liée un petit peu à l'histoire de la marque. Et du coup, ça nous semble tout naturel d'accompagner aussi les consommateurs et les pratiquants et de leur apporter un petit peu de connaissances et de partager ça avec vous. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va vous faire un petit peu la présentation avec Pierrick des différents types d'avalanches qui existent. Donc là, on va passer sur les slides suivantes. Alors, comme Jérémy nous l'a dit, Millet se veut un peu de sensibiliser tous ces acheteurs, tous ces clients au risque d'avalanche. Là, l'idée vraiment, c'est de la sensibilisation, c'est de survoler un peu les grands thèmes d'avalanche. On ne peut pas faire de la nivologie en 1 heure. La nivologie, ça prend du temps. Donc, on va résumer différents types d'avalanches. Notamment, on va voir ce qu'on peut voir comme type d'avalanche. Mais le mieux pour se former, c'est de faire des stages avec des professionnels, avec la NENA, avec le Club Alpin Français. Il y a plein de stages pour vous former plus. Donc là, on va vraiment survoler. Les 3 types d'avalanche, c'est qu'est-ce qu'on peut voir, observer comme type d'avalanche. Donc il y a le premier type d'avalanche, ça va être l'avalanche un peu de poudreuse. Ça va être les plus impressionnantes sur les vidéos, ça va faire des gros aérosols. C'est des avalanches qui vont se déclencher quand il y a de la neige plutôt récente. Ça peut être quand même plusieurs jours après les chutes de neige, mais c'est de la neige plutôt récente. C'est une avalanche qui va être très rapide, avec de la neige plutôt légère. C'est pour ça que ça va monter vraiment en volume. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre type d'avalanche? Donc les photos. Ouais, c'est vraiment volumineux, c'est impressionnant. C'est de la neige récente. Il y a d'autres types d'avalanches qui est un peu plus traître, ça va être des avalanches de plaques. Les avalanches de plaques, elles peuvent se faire de différentes façons. Ça peut être des plaques à vent, formées par le vent, mais il y a d'autres types d'avalanches de plaques. C'est vraiment une neige dure qui va partir sous un manteau neigeux instable dessous. Certaines parlent de couches fragiles persistantes qui va déclencher l'avalanche de plaques. L'avalanche de plaques, la neige va être beaucoup plus dense, donc elle peut faire beaucoup plus mal. Quand je dis qu'elle fait plus mal, l'avalanche de poudreuse fait aussi très mal. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre type d'avalanche? Formation, excusez-moi, des plaques à vent. Donc le vent arrive, il va déposer de la neige contre le vent ou dos au vent avec la corniche. Donc là, c'est vraiment pour les plaques à vent. Il y a d'autres types d'avalanches de plaques. Je pense que c'est important aussi de parler, de dire que la plaque à vent, elle se forme aussi du côté où le vent arrive. Des 2 côtés. Quand on va prendre la météo, si la météo va nous dire qu'il y a par exemple du vent du nord, c'est pas forcément qu'au sud qu'il va y avoir une avalanche de plaques, et d'autant plus qu'il va y avoir des micro-reliefs localement qui va faire changer le vent de direction. Donc on ne peut pas se fier à une direction du vent pour la prédire. Globalement, c'est peu prévisible, et ce qu'il faut regarder vraiment, ça va être sur place, les formes que va avoir la neige. Mais ça, le mieux pour développer tout ça, c'est de faire un stage avec des professionnels.
Voilà, donc l'avalanche, la plaque, elle est caractéristique parce que ça fait vraiment une ligne là où ça se décroche, alors que d'autres avalanches peuvent faire vraiment de manière un départ plus ponctuel. Donc là, on a la troisième avalanche, cette avalanche de fonte qui va se faire quand la neige va se réchauffer, que ce soit par la chaleur, mais aussi par la pluie. Là, la neige, elle est très lourde. Une des particularités, c'est qu'elle va être un peu plus lente à se déplacer, même si elle ira toujours plus vite que vous. Donc ça ne sert à rien de vouloir être plus rapide qu'elle. Le mieux, c'est de ne pas être dessous. Et elle va être beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense, et donc encore plus destructrice. Elle peut même détruire des choses vraiment très dures, détruire des maisons, emporter des maisons, comme les autres aussi, mais C'est des avalanches plus fort. qui arrivent plutôt au printemps généralement. C'est des avalanches qui vont arriver plutôt au printemps quand ça va se réchauffer, typiquement ce qu'on peut avoir en ce moment. Même si en ce moment on a aussi des avalanches de plaques, parce qu'il y a encore du vent, qu'il y a encore des couches fragiles persistantes enfouies. Donc voilà typiquement le dépôt d'une avalanche de fonte, avec un départ plutôt linéaire, vraiment une forme de cône, et ça fait des boulettes énormes. Donc, Ouais, excusez-moi, les avalanches, elles peuvent partir de manière accidentelle, c'est-à-dire qu'il y a un skieur qui passe. Souvent on dit un chamois, mais c'est souvent le skieur qui va passer qui va déclencher l'avalanche. Elle peut aussi partir de manière naturelle. Donc c'est pas parce qu'il n'y a personne au-dessus de la tête qu'une avalanche ne peut pas partir. On a parlé toujours sur les observables, on a parlé des avalanches de plaques qui sont plus linéaires. Les avalanches de fonte sont souvent ponctuelles, même si c'est pas toujours vrai qu'il peut y avoir des avalanches de fonte sous forme linéaire. Et voilà. Mais globalement, il y a les avalanches linéaires, ça fait vraiment un trait. Souvent, quand on va être dans la montagne, on va voir comme une grande trace à l'horizontale. C'est pas une trace de skieur, souvent c'est plutôt une plaque qui est partie, une avalanche qui est partie, qui a fait une grande trace. On peut avoir des départs plus ponctuels qui partent d'un point et qui va vraiment venir s'écarter. et du coup sur les déclenchements naturels, Sur les déclenchements naturels, il peut y avoir typiquement une avalanche de plaque qui va partir parce que la plaque va s'alourdir par le vent jusqu'à un point de rupture et ça va partir. C'est aussi beaucoup les avalanches plus de fonte où la chaleur va faire partir. Et plein d'autres cas. Pareil, là on raccourcit tout pour que ça puisse tenir en une soirée, mais le mieux c'est des jours et des jours et des jours de formation. ok. Donc pour préparer la sortie, Là, évidemment, on a vu les différents types d'avalanches. En soi, c'est quelle que soit l'avalanche, elle va faire mal. Donc le mieux c'est de ne pas être dessous. Et comment faire pour ne pas être dessous. Donc, avec Jérémy, on va vous dire comment préparer un peu la sortie, après il y aura pendant la sortie, et si le pire arrive. donc pour préparer la sortie, il y a différents éléments à prendre en compte. Bien sûr, évidemment, étudier la veille la météo et le BERA. Ensuite, il est important de s'habiller, d'avoir les bons accessoires, une pharmacie, de connaître l'itinéraire où on va se rendre, de choisir cet itinéraire si possible en fonction du BRA. Évidemment, bien connaître le groupe avec qui on part. On voit de plus en plus des gens qui partent dans des groupes mixtes avec des gens qu'ils ont rencontrés sur des forums ou sur Facebook. Il faut faire attention à ça et c'est important de bien connaître le groupe. Et évidemment, être équipé avec le bon matériel de sécurité, à savoir le DVA pelle-sonde et si possible les sacs airbags. Dans la préparation, donc il y a prendre les informations donc, de niveau logique avec le BERA, avec le bulletin météo. On peut aussi avoir des applis, on peut vraiment se renseigner, demander à des gens qui sont déjà sortis, demander éventuellement à des professionnels. En ce moment, il n'y a plus les pisteurs, mais avant les pisteurs, c'était vraiment un outil hyper bien pour aller demander comment est la neige. Ils reviendront. Ils reviendront, on espère, le plus vite possible. Mais il y a vraiment se renseigner, donc prendre la météo, prendre le BERA. Il y a aussi aller glaner des informations à droite, à gauche. Voilà. Donc le BERA, attention, le BERA, c'est le bulletin d'estimation de risque d'avalanche. Donc il va être fait la veille, généralement autour de 16-17 heures. Est-ce que là, il n'y a pas marqué l'heure, mais souvent c'est autour de 16-17 heures. Il va essayer de dire quel risque on va avoir, sachant que c'est sur un massif entier, et chaque pente va être différente dans le massif. Donc c'est vraiment une estimation et on peut pas s'en fier à 100%. Et ce qui est important, donc il va y avoir un chiffre, mais en fait ce qui va être le plus important, ça va être le descriptif. Parce que le descriptif, il va dire en gros qu'est-ce qui se passe, à quoi il faut faire attention. Et du coup avec le descriptif, on pourra l'adapter sur le terrain et savoir est-ce que là je suis dans une pente qui apparaît dans le descriptif
comme dangereuse ou est-ce que je suis dans une pente qui apparaît moins dangereuse dans le descriptif. Il y a l'orientation, donc là on a le chiffre, on a l'orientation, on a quel type d'avalanche on peut avoir, et ils mettent toujours 2 sous-catégories, départ spontané, déclenchement skieur. Et là pareil, il y a toujours 2 paragraphes, départ spontané, déclenchement skieur. Il faut bien lire les deux. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire partir nous, ou qu'est-ce qui peut nous arriver sur la tête par au-dessus. Ensuite, on a tout le descriptif avec le manteau neigeux. Il y a tout le descriptif avec le manteau neigeux, combien il a neigé récemment, combien il va neiger. Ça c'est intéressant parce que s'il y a de la nouvelle neige, ça va augmenter le risque d'avalanche, mais ça peut aussi être intéressant pour savoir si on va skier dans de la bonne neige ou de la vieille neige. Il y a la météo. La météo c'est hyper important parce que déjà s'il fait grand beau le jour J ou s'il neige, on va pas être dans les mêmes dispositions, mais aussi, comme c'est un bulletin d'estimation, il va être basé sur les prévisions météo. Donc si les prévisions météo, ça peut arriver, se plante un petit peu, c'est pas exactement ça, et bien aujourd'hui on va voir qu'ils se sont un peu trompés sur la prévision météo. Donc ça veut dire que peut-être ils se sont aussi un peu trompés sur le BERA. Donc ça veut dire que s'ils annoncent grand beau et que le jour J il neige, s'ils annonçaient par exemple 2 parce qu'il faisait grand beau et que finalement il neige, bah peut-être que ça va augmenter. Peut-être qu'on peut dire que il ne faut jamais se fier uniquement au numéro. Il faut donc lire la description et regarder comment ça évolue à fur et à mesure de la journée en fonction de la description, en fonction de la météo qui était prévue, pour voir si l'estimation peut être fiable ou si l'estimation est un peu plus hasardeuse. On peut préciser peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop le BRA que le risque va de 1 à 5. Le risque va de 1 à 5. 3 c'est déjà un risque marqué, donc 3 c'est déjà dangereux en fait, et quasiment beaucoup d'accidents, j'ai envie de dire presque beaucoup, une grande majorité, c'est par risque 3. Et après, il y a aussi pas mal d'accidents par risque 2, parce que par risque 2, on est moins méfiant. Il y a très peu d'accidents par risque 4 et risque 5, parce que tout le monde a peur et se méfie, mais il faut aussi se méfier par risque 2, risque 3. Et ensuite, peut-être faire une précision, là on parlait de l'orientation des pentes, là on voit qu'elles sont toutes noires. Là, il y a une rosace, quand ils vont essayer de dire quelle pente va être les plus dangereuses, donc ils vont foncer les pentes. Là, typiquement, alors j'ai pas lu ce BER là, mais on peut imaginer qu'il a neigé, il va neiger beaucoup, donc ça va être un fort risque lié à une nouvelle chute de neige. Donc qu'on soit en nord, en sud, il va neiger pareil, donc ça va craindre de partout. Typiquement, en ce moment, si on va pas très haut en altitude, on peut avoir des gros risques de fonte. Du coup, les versants sud et ouest et est seront sûrement plus foncés que les versants nord qui vont prendre moins le soleil. Des fois, quand il fait froid, ça va mettre des conditions de neige particulières qu'on pourra revoir pendant si vous faites des stages, pendant les stages ANENA, pendant les stages CAF, que je vous invite à faire. Mais il y a certaines conditions qui font qu'en nord, ça peut craindre plus à certains moments. D'autres moments, c'est le sud. Donc la rosace, elle va être foncée, elle va être mise en noir sur les pentes qui craignent. Des fois, c'est toutes les pentes. Des fois, on peut vraiment identifier les pentes qui craignent plus que d'autres. Et quand c'est risque 1, ça peut arriver que la rosace soit entièrement blanche ou pas. Je ne saurais pas te répondre là-dessus. Ok. On va passer à la suite. Ouais, donc les 4 risques, donc risque 1, risque faible, risque 2, risque limité, risque 3, risque marqué, et risque 4, risque fort. On n'a pas mis le risque 5 parce que le risque 5, le mieux c'est de pas aller dehors en fait. Le risque 1, il va aussi permettre de définir les endroits où ça va craindre. Là, on voit risque 1, ça craint uniquement sur une petite zone qui sera sûrement très bien identifiée dans le texte du BERA. Risque 2, les zones sont plus grandes, elles seront sûrement bien identifiées aussi. Avec le descriptif, ils vont dire un peu qu'est-ce qui va se passer et à quoi il faut s'attendre, sur quoi il faut rester vigilant. Risque 3, on voit que ça commence à craindre sur des zones beaucoup plus grandes. Typiquement, il va y avoir plein de phénomènes qui vont venir se superposer. Donc, il faudra faire gaffe à certaines choses, à d'autres choses. Et ça va mêler plein de zones différentes, donc plein de types de pentes différentes. Là, on a mis des petits points. Les petits points, ça veut aussi dire que même si on n'est pas dans la pente qui craint, si on est un peu plus bas, un peu plus loin, sur les côtés, on peut faire ce qu'on appelle un déclenchement à distance. Donc, il faut se méfier de là où on est, mais aussi de ce qu'il y a autour de nous. Ce n'est pas parce que nous, on est sur du plat qu'on craint rien. Risque 2, on ne l'a pas mis. Risque 2, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare qu'il y ait du déclenchement à distance. Plus on va monter et plus ça va craindre de manière globale, de partout. Risque 4, on voit, il y a presque, ça craint de partout. Risque 5, c'est la diapo slide suivante. d'après.
Risque 5, ça craint vraiment. Le mieux, c'est d'aller grimper quand les salles vont réouvrir. C'est de rester à la maison, c'est d'entretenir le matériel, c'est de s'entraîner. Quand on s'entraîne, il ne faut juste pas se mettre sous un couloir d'avalanche. Voilà. Risque 5, en gros, c'est que ça peut venir toucher les routes. Ça pourrait venir toucher certaines habitations. Risque 5, il commence à couper les routes, éventuellement faire des évacuations. C'est plutôt rare finalement. C'est rare, c'est pas forcément tous les ans. Ça arrive, mais c'est pas forcément tous les ans. Et quand ça arrive, ça pue. Des fois, selon où on habite, rester chez soi, c'est presque déjà trop. Donc avant la sortie, se renseigner, on parlait tout à l'heure, quand les stations sont ouvertes, on a la chance d'avoir les pisteurs qui connaissent assez bien le domaine, qui font des coupes de neige tous les jours. Du coup, on peut contacter les pisteurs pour avoir un petit peu des informations. Sur les forums aussi, on voit de plus en plus de gens qui prennent des informations sur Facebook, sur Camp to Camp, sur Ski Tour. Juste sur les forums, c'est top, c'est super parce qu'on peut avoir des yeux de partout. Sauf que sur les forums, il faut aussi se méfier des commentaires. Juste un commentaire qui dit « Ouais, la neige était bonne, on s'est bien amusé », ça ne va pas forcément apporter grand-chose. Il faut essayer d'avoir des éléments factuels qui permettent de décrire de manière factuelle les conditions pour se faire vraiment une idée. Et quelqu'un qui peut trouver que c'est super sain et que ça va être bien, quelqu'un d'autre peut trouver que c'est dangereux. On ne sait pas aussi qui a écrit le commentaire. Donc les forums, c'est super, c'est génial. Il faut le prendre avec des pincettes. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'on met dans le sac? Dans le sac, évidemment, le DVA, la pelle et la sonde. Dans le DVA, toujours bien vérifier l'usure des piles. On dit qu'à partir de 50% d'usure de piles, il faut les changer, tout simplement parce qu'une pile, lorsque le DVA est en mode émetteur, elle peut durer presque indéfiniment. Par contre, à partir du moment où on va se mettre en mode recherche et qu'on va rechercher une victime, là, ça va demander beaucoup d'énergie au DVA et l'énergie de la pile va très vite se consumer avec 50% de pile. Si on est sur un gros secours et qu'il y a plusieurs personnes à chercher, il est possible que l'énergie ne suffise pas à aller au bout du secours. Les piles, il faut les sortir de l'ARVA à la fin de la saison et c'est bien de les checker un peu que ce n'est pas coulé. Ensuite, si tu veux dire un mot peut-être sur la pelle et la sonde. Ouais, la pelle et la sonde, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Là, on voit la pelle, elle est vraiment en métal, elle est métallique. Les pelles en plastique, ça casse. Et maintenant, il y a des pelles aussi en alu ultra fines, ça casse. Donc la pelle, il faut vraiment qu'elle soit solide, si possible avec un manche télescopique. Donc ça, c'est pour la pelle. La sonde, plus elle va être grande, mieux c'est. Le diamètre, s'il est un peu plus gros, c'est bien aussi. Et surtout, si ça peut être avec un câble à l'intérieur, c'est mieux parce que la cordelette, elle va s'user dans le sac sans qu'on s'en rende compte. Et puis le jour où on a besoin, elle va casser, alors que le câble, il ne va pas s'user dans le sac et il sera toujours opérationnel. Tout ça parce qu'en fait, nous, quand on s'entraîne, généralement, c'est dans des neiges plutôt saines. C'est des exercices. Le jour où on est confronté, par exemple, à une avalanche de fonte ou une grosse plaque, ça peut être des blocs de neige plutôt très gros. Et si la sonde, par exemple, n'est pas assez épaisse, elle va se tordre, en fait, ou voire casser littéralement lorsqu'on va sonder dans ces gros blocs de glace. Donc ensuite, on va voir le matériel. Donc toujours, évidemment, être bien équipé, avoir des produits adaptés pour avoir une bonne régulation thermique. Ça, c'est aussi une histoire de confort, parce que le ski de rando, ça reste quand même un plaisir. On voit aussi que les vestes peuvent être équipées avec le système RECO. Donc on peut en parler, on peut prendre un petit temps pour parler de RECO. C'est un système de sécurité qui va être mis souvent sur les vêtements spécialisés pour le ski. Donc là, on le voit ici sur le mannequin derrière, par exemple sur la veste, il y a une bande réfléchissante sur la capuche. Et donc les secouristes dans les stations sont équipés de matériel qui ressemble à ceci. On en a un avec nous. Ça, il n'y a que les secouristes qui peuvent l'avoir dans les stations. Et ça va leur permettre de retrouver quelqu'un qui serait enseveli sous la neige, quand bien même il ne serait pas équipé de DVA. Pour revenir sur le système RECO, c'est un plus à l'ARVA. L'ARVA, il émet des ondes qui vont être captées par l'autre ARVA et on va pouvoir se détecter les uns les autres. Le RECO, c'est juste un miroir qui va renvoyer les ondes de l'appareil que les pisteurs ont. Sauf que c'est que les pisteurs qui pourront trouver au RECO, les pisteurs ou les secouristes. Nous, on ne pourra trouver personne qui a un RECO, nous les pratiquants, les gens qui seront sur place. On le verra tout à l'heure quand on va voir
comment on fait si jamais il y a un incident. Mais du coup, le temps pour trouver quelqu'un, c'est hyper important. Ça, on le verra tout à l'heure. Les pisteurs, les secouristes, ils vont mettre un certain temps à arriver. Et ce certain temps, il sera peut-être de trop. Donc l'ARVA, c'est indispensable et le RECO ne peut pas remplacer le RECO, c'est vraiment un complément qu'on met sur les vêtements, sur les sacs. Mais évidemment, c'est obligatoire de partir avec un DVA, une pelle et une sonde. Parce qu'on le verra tout à l'heure, dans la plupart des cas, les personnes qui s'en sortent sont ceux qui sont secourus par leurs camarades ou leurs compagnons de cordée. L'ARVA, ça va être votre ceinture de sécurité. Le RECO, ça va être la baisse sur la voiture, ça va être toutes les options qui fait qu'il y a des petits trucs en plus pour nous aider. Mais vraiment, la sécurité, ça va être sur l'ARVA. Donc ensuite, on n'en a pas parlé, les sacs airbags. Il y a de plus en plus de gens qui s'équipent en sac airbag, c'est en train de se démocratiser. Aujourd'hui, il y a 2 types de sacs airbag, donc les sacs à cartouches et en plus, on va avoir maintenant les sacs électriques. Donc l'avantage de ce sac, c'est ce qu'on disait, c'est une protection, on va dire, active. Si par malheur on était amené à se retrouver dans une avalanche, c'est un système qui va nous permettre de ne pas être ensevelir. De par le ballon qui va se gonfler, qui fait 150 litres de volume d'air, et du coup qui va permettre de rester en surface de la neige. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on est équipé d'un sac airbag qu'il faut se passer du DVA, de la pelle et de la sonde. Si on a le sac airbag que les copains n'ont pas, on se retrouve à la surface et c'est là qu'il nous faut l'ARVA, la pelle et la sonde pour les trouver. Et surtout, ça fonctionne dans la majorité des cas, mais ce n'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc le système à cartouche, c'est un système à déclenchement classique. Et les nouveautés, on le voit ici sur la slide d'après. On va avoir les sacs à déclenchement électrique, si on peut passer à la slide d'après. Donc l'avantage du système électrique, ça va être surtout pour les gens qui voyagent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la contrainte d'avoir des cartouches. Donc c'est uniquement via un chargeur qu'on va brancher sur secteur ou des piles pour le recharger. C'est un système qui va être très fiable et qui va durer vraiment très longtemps avec des super condensateurs, donc on ne va pas avoir besoin de le recharger souvent. Une recharge, on met des piles dedans et ça va servir pour toute la saison. L'avantage du système électrique, c'est qu'on peut s'entraîner. Sur un sac à système à cartouche, on voit rarement des gens le déclencher parce que les cartouches coûtent cher. Du coup, on ne s'entraîne pas trop. Et pour le vivre sur les événements, c'est vrai que… Vas-y. Je reviens sur ce que tu dis, les cartouches ça coûte cher. On dit c'est bien de le tirer une fois tous les ans, tous les 2 ans pour voir que tout fonctionne. C'est bien de temps en temps de le tirer. J'en profite aussi pour dire que le DVA, il faut le faire réviser de temps en temps auprès de la marque, le renvoyer, qui voient que ça marche toujours bien. Faut le faire réviser, on peut faire ça l'été quand on ne l'utilise pas par exemple. C'est important de le faire réviser le DVA à peu près une fois tous les 3 ans. Et le sac à cartouche, c'est bien de le tirer de temps en temps. Voilà. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Après, l'avantage sur les systèmes Alpride, c'est qu'ils vont avoir des systèmes à cartouches qui sont sertis, donc il n'y a pas de fuite d'air. Et du coup, une fois qu'elles sont mises dans le sac et que le sac est armé, ça garantit quand même une sécurité et c'est un des systèmes les plus fiables. Et du coup, sur le système électrique, l'avantage, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on peut le déclencher en permanence. On peut le déclencher tous les matins si on a envie pour le tester. Ça met 20 minutes, on le recharge, on l'allume et après on part faire sa sortie en toute sécurité avec ses amis et les DVA, les pelles et les sondes. Donc ensuite, pendant la sortie… Après, on s'est tout bien préparé, on a checké l'itinéraire, on a checké les conditions, on a vu avec qui on partait, on a adapté l'itinéraire au groupe, on a fait tout bien comme il faut. On va sur place et après, il y a comment faire pour essayer de, quand on est pendant la sortie, pas se faire prendre par une avalanche. Déjà, on part pas seul, parce que si on part seul et qu'on est pris dans une avalanche, on est cuit quoi. Enfin, il y a personne pour venir nous chercher. Au tout début de la sortie, il faut bien tester le DVA, voir qu'il fonctionne en émission comme en réception. C'est pas parce qu'on a regardé la météo au début de la sortie ou la veille que ça va pas changer. Donc vraiment on observe qu'est-ce qui se passe autour de nous, s'il y a des nuages qui arrivent, pas de nuages qui arrivent, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Même un léger vent peut déplacer des quantités énormes de neige. Regardez l'heure, surtout s'ils disent qu'il peut y avoir des avalanches de fonte. Enfin, toujours garder un peu le timing
dans la tête. Discuter avec le groupe. Peut-être que tout le monde était motivé la veille, et puis le jour J, on commence à être fatigué, on commence à traîner la patte, tout ça. Ce qui est intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on verra ça plus tard, ça va être réfléchir à où est-ce qu'on passe, pas passer n'importe où tout droit. Ça va être ce qui est globalement un par un, pas ce qui est en groupe tous ensemble. En groupe tous ensemble, c'est plus fun, mais si ça part, on est tous dessous. À la montée aussi, garder des distances de sécurité. À la montée. Tout ça, ça va être en réfléchissant où est-ce qu'on est. Quand on va être sur un grand replat, qu'il n'y a rien au-dessus de nous, on peut évidemment skier tous ensemble. Quand on va être dans une pente un peu plus raide, là, on va mettre des distances. On ne met pas 20 mètres entre nous à la montée, quoi qu'il arrive. Il faut adapter. Mais à la montée, comme à la descente, il faut mettre des distances. Et évidemment, en cas de météo changeante ou d'adaptation du groupe, savoir adapter son objectif et ou renoncer à sa sortie. Donc là, cette diapo, c'était pour vous parler de la pente. En fait, les avalanches, elles partent s'il y a de la pente. À plat, il n'y a pas d'avalanche. On estime à peu près 30 degrés la pente où les avalanches vont partir. Attention, c'est 30 degrés où ça va partir. Sinon, on est dans du 20 degrés, même 10 degrés. Si au-dessus de nous, il y a une pente à 30 degrés, ça peut partir dans la pente au-dessus de nous et après venir jusqu'à nous. Et la neige qui est autour de nous sera aussi mobilisée dans l'avalanche. Donc ça, c'est pour mesurer, c'est une technique pour mesurer l'inclinaison de la pente. Ça a certaines limites, ce qu'il y a au-dessus de nous, il faut faire gaffe aussi. L'idée, c'est je suis dans une pente, n'importe laquelle, et réussir à savoir si elle est à plus de 30 degrés ou à moins de 30 degrés. Pour ça, on va chercher à mesurer l'inclinaison qu'il y a par rapport à la verticale. Donc on cherche à mesurer 60 degrés. Qu'est-ce qu'il y a à 60 degrés? Typiquement, ça va être les angles d'un triangle équilatéral. Donc avec le bâton, je vais faire un triangle équilatéral. S'il est réellement équilatéral, ça veut dire que là, il y aura 60 degrés. Donc là, il y aura 30 degrés, puisque c'est la verticale et l'horizontale. Et qu'entre la verticale et l'horizontale, il y a 90 degrés. 30 plus 60, 90. Du coup, il faut faire une trace dans la neige avec son bâton. C'est ça. On n'a pas 3 bâtons. On n'a pas 3 bâtons, donc est-ce qu'on peut revenir? Ouais, sinon on l'a là. On n'a pas 3 bâtons. Du coup, pour mimer celui-ci, on pose le bâton dans la neige, on fait la trace au niveau de la poignée. On peut faire la trace au niveau de la rondelle, parce que là, on va mettre le petit bout qui est sous la rondelle dans la neige. Donc, on fait bien la trace au niveau de la rondelle, au niveau de la poignée. On met les bâtons. Donc, ou on regarde si ce bâton-là est à la verticale, ou on peut aussi mettre ce bâton en fil à plomb et on regarde si le bâton il est plus bas que la trace ou plus haut que la trace. Voilà. Donc là, on a vu l'inclinaison des pentes. Le choix de l'itinéraire, il joue un peu. Typiquement, si on se met dans un vallon hyper encaissé, qu'on monte dans l'encaissement du vallon, que si ça part, ça nous tombe tout dessus, on se met quand même moins de chances de survie que si on va skier comme il est en train de skier là, sur la crête, que si ça part, ça va partir d'un côté, de l'autre. Il peut espérer passer de l'autre côté et surtout, il va mettre moins de contraintes sur le manteau neigeux. Donc voilà, typiquement, voilà, c'est là où est-ce qu'il peut passer, là où c'est peut-être pas hyper malin de passer. Au niveau des pentes, on peut peut-être donner une précision aussi, dire que c'est possible lorsqu'on prépare sa sortie. Ouais, sur les pentes, là on vous a montré comment mesurer avec le bâton. Ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, on a plein d'outils modernes où on va savoir à l'avance les pentes, quelle inclinaison elles font. Typiquement, que ce soit sur Géoportail ou surtout sur Iphigénie ou sur d'autres applications de cartes. On peut foncer les pentes et tout ce qui est à plus de 30 va être foncé d'une couleur. Tout ce qui est à moins de 30 va être foncé d'une autre couleur. Et du coup, on peut vraiment savoir un peu les pentes qui sont au-dessus de nous. On peut vraiment savoir là où on est à l'avance et même pendant la sortie sur les applis qui nous situent, qui nous localisent. Donc là, on en revient. Donc là, on revient sur un peu l'itinéraire. Donc au début, on a cherché de chercher les crêtes. Typiquement, là, il y a une grande pente. Ben, on va être obligé de passer dedans. Ce qui est intelligemment, on disait mettre des distances. C'est pas forcément 20 mètres, mettre des distances. Ça peut être juste, on passe un par un dans la pente. Donc on voit le groupe qui reste stocké là-haut, qui a un endroit en sécurité. Là, il y en a un qui descend. Ils vont passer un par un. Celui qui est au-dessus, il surveille qu'il n'y ait pas une avalanche qui parte. S'il y a une avalanche qui part, il va regarder comment il s'en sort et où est-ce qu'il va disparaître pour gagner du temps pendant les recherches.
et ce skieur-là, il va descendre et il va peut-être pas s'arrêter ici. Parce que s'il s'arrête ici, et ben en fait, quand l'avalanche va partir, il va être dedans. Donc quand il arrive en bas, il se décale, il se met à un endroit où il n'y a plus de pentes qui vont le surplomber, il n'y a plus de pentes au-dessus de lui, et il se met à un endroit safe. Et après, le suivant descend et ainsi de suite. À un moment donné, on parlait de surcharge dimensionnée jeu, mais si on fait ça, c'est surtout pour que s'il y a une avalanche qui part, il n'y a qu'une seule personne à sortir et qu'on soit plus nombreux dehors pour chercher, plutôt que l'inverse, plutôt qu'il reste qu'une seule personne dehors et tout le monde dessous, où là, c'est un peu le scénario catastrophe. Un petit mot sur les corniches Ouais, aussi, c'est un on a accident parlé récurrent. vachement des avalanches. Le vent peut former plein d'autres choses avec la neige, typiquement des corniches. Quand on arrive que c'est raide dessous, qu'il y a de la neige, on ne sait pas trop où est la limite de la neige, pas de la neige. Il faut faire gaffe à pas trop s'avancer. Typiquement, quand on regarde les rochers, si on ne dépasse pas les rochers qui sont autour de nous, on sait qu'on reste du bon côté. Si on est plus loin que les rochers, on ne sait pas trop. Les rochers, par contre, pour les avalanches, il faut s'en méfier parce que ça peut faire des pointillés dans une éventuelle plaque, qui fait que ça peut partir plus facilement. Et les corniches, ça peut vraiment paraître anodin, mais chaque année, il y a beaucoup d'accidents liés à ça et malheureusement, ça engendre généralement des chutes mortelles. Donc, le scénario catastrophe en cas d'avalanche. Qu'est-ce qu'on fait? En cas d'avalanche, il y aura qu'est-ce que peut faire la personne qui est dans l'avalanche et qu'est-ce que feront les personnes qui seront en dehors de l'avalanche. Même si le rôle principal, ça va être pour les personnes qui seront en dehors de l'avalanche. Quand on est en dehors de l'avalanche, il ne faut pas juste appeler les secours. Il faut le faire, c'est capital, mais si on fait que ça, en fait, notre copain, il est quasiment mort. Parce que les secours, ils vont mettre 30 minutes à arriver au mieux. Et en 30 minutes, on n'a plus que 35% de chance de survie. Alors que si on sort la personne au bout d'un quart d'heure, on est à 90, je ne sais plus combien, chances de survie. 90. Donc plus il y a de monde et plus on va pouvoir à l'extérieur de l'avalanche pour sortir la personne. Et si on arrive à la sortir assez vite, au final, et plus la chance de survie est importante. Comme disait Pierrick, le rôle des personnes à l'extérieur, c'est vraiment le plus important, c'est capital. Et c'est ça qui va faire la survie de l'avalanché ou pas. On voit que la courbe, en 30 minutes, elle chute vraiment très rapidement. Et du coup, les secours mettent généralement en moyenne 30 minutes à arriver. Donc, dans la majorité des cas, pour ceux qui s'en sortent, c'est leurs camarades qui les ont sortis de l'avalanche. C'est pour ça qu'il faut faire des stages pour s'entraîner et que juste regarder un coup une vidéo et juste dire c'est bon, je sais à peu près la chose, comment on fait, ça suffit pas, il faut faire des stages, il faut s'entraîner. Même chez soi, s'entraîner, pratiquer, cacher un narva, s'entraîner à le chercher et faire des jeux de rôle où on fait l'ensemble de l'avalanche, avec l'appel au secours. N'appelez pas les secours s'il n'y a pas d'avalanche, mais faites semblant. Le sondage, le pelletage, s'entraîner dans la globalité, ça fait faire que le jour J, vous serez plus rapide et vous serez sûrement dans le quart d'heure. L'idéal, c'est d'arriver en fait à sortir les personnes en 15 minutes. Après, les chances de survie décroissent très rapidement. Du coup, on va voir sur les slides d'après un petit peu comment… donc là, on voit 90% de chances de survie dans les 15 minutes. L'idéal, c'est de sortir les personnes là-dedans. On va avancer sur la presse. Ouais, on revient, c'est assez redondant, mais on revient sur le fait de dire que si c'est les gens qui sont devant l'accident qui sortent la personne, on a 70% de chances de survie, alors que sinon, c'est bon. La victime, elle peut aussi jouer un rôle, c'est que si une avalanche peut se laisser tomber comme un sac de patates au fond, elle peut déjà se débarrasser de ses bâtons, se débarrasser de ses skis, c'est toujours compliqué, mais les bâtons et les skis vont pouvoir tirer vers le fond. Typiquement, si on a le fait de ne pas mettre de leash et d'avoir des stop skis, ça évite de se faire tirer au fond ou avoir des stop skis qui peuvent casser éventuellement s'il y a une avalanche. Plus on essaie de se débattre, plus on arrive à se trouver à la surface. Si on a un sac airbag, on va forcément rester, on va quasiment tout le temps rester à la surface, c'est le mieux. Et après, si jamais vraiment on coule, il faut vraiment protéger les voies aériennes parce que si la neige elle ne rentre pas dans les voies aériennes, nos chances de survie sont bien plus grandes. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens mettent la main devant la bouche et que on pense que ça leur a sauvé la vie. Peut-être qu'ils auraient survécu sans, mais rien que protéger les voies aériennes, ça joue énormément. Après, dès l'arrêt de l'avalanche, créer une poche d'air, c'est un peu utopique parce que quand l'avalanche s'arrête, on ne peut plus bouger du tout. Donc, mettre la main devant la bouche avant que l'avalanche soit arrêtée, c'est peut-être la meilleure option. Le témoin, donc quand l'avalanche part, on regarde la personne où est-ce qu'elle disparaît, parce qu'on sait qu'on ne va pas chercher la personne au-dessus.
si l'avalanche est grande, on gagne déjà du temps. Il faut appeler les secours le plus vite possible parce qu'ils vont mettre du temps à arriver, donc plus on le fait vite et plus ils seront là vite. Si la personne qu'on sort est en arrêt respiratoire, en arrêt cardiaque, en fait, il faut que les secours ils arrivent vite aussi. Donc dans tous les cas, il faut appeler vite. Marquer l'endroit où la personne a disparu et chercher à l'ARVA, à l'appel, la sonde. Ça va être les diapos d'après. Quand on voit où est-ce que la personne a disparu, il y a aussi, si on voit un bâton qui dépasse, surtout un gant, quelque chose, ou même une jambe ou un bras, peut-être que la victime, elle sort à moitié. Il y a plein de victimes qui sortent à moitié. Et au fait, d'aller directement la dégager, ça permet de gagner du temps. Ouais, il ne faut pas forcément se focaliser sur le fait de directement utiliser le DVA, l'appel et la sonde. Il faut quand même continuer d'observer ce qui se passe et d'essayer d'agir le plus intelligemment possible. Et bien sûr, quand il y a les secouristes qui sont là, les aider, les écouter, et c'est eux les grands spécialistes, les grands chefs. Quand il y a une avalanche, quand les spécialistes vont arriver, quand les secouristes vont arriver, si on a mis du matériel de partout à nous dessus, qu'on n'a pas mis ses gants, qu'on a mis de l'odeur de partout, eux ils vont pas pouvoir travailler correctement parce que les chiens ils vont être perturbés par tout ce qu'on aura rajouté, par l'odeur qu'on aura rajouté. Ouais. Donc ne pas garder ses gants et ne pas faire se disperser sur l'avalanche. Tout mettre dessus, ça va les aider pour la suite. On va voir après là, les conduites un peu à tenir au niveau de la recherche. Donc ça c'est appeler les numéros secours, utiles. Une des premières choses à faire, donc en Europe c'est le 112, c'est facile, on ne réfléchit pas. En Suisse c'est le 144. Là, on voit la victime, elle a disparu ici. Donc ça veut dire qu'elle va se situer dans toute cette partie-là. Donc on peut commencer la recherche ARVA ici. Il y a peu de chances qu'elle remonte la pente. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, c'est là où ça va être. Donc l'ARVA, il va détecter la victime à une certaine distance. On dit souvent au-delà de 30-35 mètres, on ne pourra pas détecter la victime parce que l'avalanche n'est pas assez puissant. Donc ce qu'il faut, c'est va être au début, réussir à capter un signal. Si l'avalanche elle est grande, on n'aura pas de signal au début. Donc là, on a la zone, on a identifié tout à l'heure la zone où la victime est. Donc si on met la diapo suivante, on voit que là, on va venir faire des grands Z, des grands S dans l'avalanche jusqu'à ce qu'on trouve un signal. La distance qu'on met entre l'aller et le retour, c'est 2 fois ce qu'on appelle la portée utile de l'appareil. Donc c'est 2 fois la distance à laquelle on peut trouver. Souvent, c'est marqué sur le DVA. Note. Souvent, c'est 30-35 mètres. Donc, ce serait 60-70 mètres. On peut réduire cette distance pour être sûr. Un petit peu pour être sûr. Mais si l'avalanche est très grande et qu'on réduit de beaucoup, ça va nous falloir plus de temps pour trouver une première onde, un premier signal. Une fois qu'on a trouvé le signal, le DVA, ce qui est important à savoir, c'est qu'il met, ça fait vraiment des boucles, ça fait comme un champ électromagnétique, ça va vraiment faire des boucles. Et nous, quand on va le trouver le signal, notre DVA, souvent, il va suivre la boucle pour nous amener jusqu'à la victime. Donc, ce que vous allez faire quand vous allez vous entraîner, parce que vous devez vous entraîner, vous devez faire des stages, etc., pour être en sécurité. Au début, vous allez voir que votre DVA, il va vous indiquer, pas sur la victime, il va vous indiquer un peu sur le côté. Et ça va faire une boucle. Donc, il ne faut pas paniquer si l'ARVA, il vous dit droite ou gauche, il ne va pas tout droit, c'est normal. Et même des fois, le DVA, il va arriver là, il va partir ici, il va capter l'onde qui est là, il va capter l'onde qui est là, il va faire un peu des droite-gauche. C'est pas qu'il est perdu, c'est qu'il va suivre un peu le chemin des ondes. Donc juste, il faut savoir le suivre, lui faire confiance et pas paniquer s'il vous dit droite-gauche. À la fin, on va vous le dire rapidement, mais ça le mieux c'est de s'entraîner pour de vrai et de voir pour de vrai. Mais on dit qu'on fait une recherche en croix, ça va être un logo différent sur votre DVA qui va être indiqué. L'idée c'est de trouver l'endroit où on aura le minimum. Il y a une indication, un chiffre qui vous dit une distance. Il faut être au minimum. Ce n'est pas 0 parce que si on est sur la victime, si la personne est sous 2 mètres de neige, et ben, ce sera bien plus que 0, mais il faut trouver le minimum. Donc on va avancer avec le DVA. Quand on arrive, donc ça va descendre. Dès que ça remonte, on fait un marquage, on revient, ça descend. Dès que ça remonte, on fait notre marquage. On se met entre les deux. On va voir d'un côté, ça remonte, donc c'est pas là. On va de l'autre côté, ça descend. Ça remonte, on fait un marquage, on revient. Ça remonte, on fait un marquage, on se met entre les deux. On part d'un côté, ça remonte, donc c'est pas là, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'en fait, on ait toujours une zone où c'est le point minimum. Donc c'est là qu'on va commencer à sonder. Avoir un DVA, c'est bien. Si on n'a pas de pelle, si on n'a pas de sonde, ça sert à rien. Parce que si on sait où est le copain, mais qu'on n'a rien pour creuser, rien pour vraiment savoir exactement où il est,
on va perdre beaucoup de temps et au final, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Du coup, la diapo d'après. Du coup, le sondage. Donc là, on a trouvé le minimum avec la technique de recherche en croix. Le mieux, c'est de s'entraîner, le mieux, c'est de faire des stages. La sonde, quand on la plante, on va la planter à 90 degrés par rapport à la neige. Parce que le minimum, il est là. Et si je mets la sonde droite, ça va arriver là. Donc ça va vraiment être au minimum, donc c'est pour ça qu'on met à 90 degrés. Quand on va sonder, on ne va pas toujours trouver du premier coup. Donc souvent, quand on sonde, on ne trouve pas du premier coup, on commence à paniquer, on sonde de partout, on ne sait plus où on en est. Donc le mieux, c'est d'être organisé pour vraiment quadriller la zone. Pour être sûr de ne pas se perdre, souvent on dit qu'on fait une spirale. Donc là, une spirale en carré avec 20 cm, 25 cm entre chaque trou. Et on fait une spirale et on agrandit, on agrandit, on agrandit, on agrandit. Et surtout, une fois qu'on a trouvé. Ouais, une fois qu'on a touché la personne, on n'enlève pas la sonde. Parce qu'une fois qu'on a touché la personne, on sait qu'elle est là, on est sûr. Si on l'enlève et qu'on commence à pelleter, on ne saura plus où c'était. Le fait de laisser la sonde, même si on bouge la neige de partout autour, qu'on pelte, on aura toujours en fait le fil d'Ariane qui va nous amener à la victime. J'ai jamais été à la place d'une victime, mais j'imagine que c'est dans une avalanche et que tu as la sonde qui te touche, tu es aussi content. Et si la sonde repart, ça peut faire un peu flipper. Le pelletage, on dit qu'il faut s'écarter de la sonde. On ne part pas au ras de la sonde, parce que sinon on va faire un trou, on va se retrouver encaissé dans le trou. Donc le fait de s'écarter et de creuser en avançant, ça fait que la neige sera toujours facile à partir. Pareil, le pelletage, il faut s'entraîner. Et pareil, le pelletage, si on est plusieurs, c'est plus efficace. Mais si on est plusieurs, il faut être organisé. C'est pas tout le monde devant qui donne des coups de pelle. C'est un qui creuse, les autres qui dégagent la neige derrière. Et faire une rotation pour gagner du temps. On Exactement. s'essouffle assez rapidement. C'est quand même un moment de stress. Et du coup, pas hésiter à faire une rotation. Quand vous allez vous entraîner, vous allez vite vous rendre compte que ça fatigue. Voilà. Voilà. Un petit bilan. Donc, en cas de souci, un impératif, comme disait Pierrick, s'entraîner, savoir se servir de son DVA. Et surtout, ne pas céder à la panique et au découragement. Et si on est en groupe, essayer de bien s'organiser et organiser le secours le mieux possible. Toujours réfléchir avant d'agir, c'est que de la logique. Voilà. Donc la présentation est terminée. Juste pour conclure, en moins d'une heure, pour tout voir, c'est pas possible, ça prend plusieurs jours. Donc le mieux, c'est d'aller se former. Le but de ce live, le but de cette soirée, c'est plus de titiller votre curiosité, de faire de la prévention et de vous dire allez creuser le sujet, allez voir vraiment ce qui se passe sous la neige, comment faire pour sortir son copain et allez vraiment vous former. Et ça prend plus qu'une heure sur Facebook ou sur Internet. Je vais prendre juste Ah. un micro. Nickel. Bon alors, avant de passer aux questions, on va faire un petit jeu concours pour que vous puissiez tenter de gagner des produits Millet et Snow Leader. Alors, je vais les prendre. Tiens, je te laisse les questions pour après. Où sont les tu vois, produits ? juste derrière. Hop, alors, il y a 3 petits cadeaux à gagner. Donc déjà, alors la première question, c'est... Alors là, c'est pour ceux qui sont forts en maths. L'année de création de Snow Leader moins l'année de création de Millet, ça fait combien d'années? Et si le premier qui répond à cette question peut gagner un sac Millet pour les 100 ans de Millet. Voilà. La deuxième question. Alors, est-ce que ça répond, Laura? Est-ce que tu peux nous dire à la régie si ça répond bien au petit jeu concours avant de lancer la deuxième question, qui est que signifie le mot DVA? Donc DVA, vous savez que c'est un diminutif d'un mot. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire? Et pareil, le premier qui répondra à la question, il pourra gagner le même sac Millet. Voilà. Et après, une dernière question. Alors j'attends, je vous laisse un peu de temps quand même pour répondre aux questions parce que la soustraction n'est pas si simple que ça. On attend un petit peu. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation, elle vous a plu et que ça a pu un peu vous éclairer sur les risques en montagne. Donc je vais reposer la première question, qui est l'année de création de Snow Leader moins l'année de création Millet, ça fait combien d'années? Alors attention, je vous laisse un peu faire la petite soustraction. Et la deuxième question, c'était que signifie le mot DVA?
Voilà. Et ensuite, la troisième et dernière question. Quelle est la couleur de la pastille sur les reblochons Snow Leader? Et avec ça, vous pouvez gagner une pelle et une sonde Snow Leader. Je vous laisse répondre et on note les gagnants et puis on vous contactera pour vous envoyer vos petits cadeaux. Alors maintenant, je vais laisser Pierrick et Jérémy vous répondre à vos questions qu'on a notées pendant toute la présentation. Et voilà, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Et puis en tout cas, merci beaucoup de votre participation. Je te rends ton micro et du coup, vous avez des questions qui sont derrière. Voilà. Magnifique. Alors, première question, pourquoi la puissance de recherche d'un DVA est limitée à 30-35 mètres? Il faut demander un peu aux fabricants. J'imagine que c'est une question de batterie, que c'est une question de technicité. C'est une question également d'antenne. Le DVA, c'est quand même un appareil qui est petit, qui tient dans une poche. C'est un système à 3 antennes qui sont orientées dans les 3 sens. Et malheureusement, les antennes elles sont limitées à la taille du DVA. Je pense que si on avait des DVA beaucoup plus gros, les antennes pourraient être plus grandes et donc avoir une portée beaucoup plus longue. Mais là, il faut que ce soit un petit appareil que chacun puisse avoir sur soi. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Mais ça a beaucoup progressé. Il y a quelques années de ça, c'était plutôt 10-15 mètres et maintenant, ça parle plutôt de 35-40 mètres. Donc, je te laisse répondre à la question suivante. Je remets mon micro. Où peut-on faire des stages Sécu Avalanche? Alors, il y a beaucoup d'endroits. Le français, ça va être l'ANENA, Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Sinon, il y a aussi la FFCAM avec les différents CAF qui en organisent. Et après, il y a certains bureaux des guides, il me semble, qui en organisent aussi. Des bureaux des guides. Et ensuite, il y a des initiatives privées. Nous, avec Millet, on organise avec notre partenaire Captain Wild. Donc, on organise des Safety Academy terrain. Il y a un guide. C'est généralement des groupes entre 4 et 8 personnes. Et du coup, ça dure 1 à 2 journées et avec un encadrement. Mais voilà, il y a différents organismes et vous pouvez vraiment trouver assez facilement des endroits pour vous former. Comment analyser une pente et voir si elle a plus de 30 degrés? Alors, on a vu avec les bâtons si on est dans la pente. Quand on est en dessous, c'est toujours difficile de savoir. Maintenant, il y a un peu le joker de sortir Iphigénie si on a bien pensé à charger les cartes à l'avance, si on n'a pas de réseau, de regarder. C'est assez approximatif, sachant qu'il fonce à 30 degrés. Donc si la pente elle est à 29, elle ne sera pas foncée, mais en fait on est quasiment à 30. On sait donc globalement avec l'expérience aussi, d'avoir l'habitude de voir les pentes à 30-30. Le bâton, Iphigénie. Et il y a une autre technique qui est la plus factuelle, c'est que quand on fait du ski de rando, en fait, quand on commence à faire des conversions, c'est en général que la pente commence à s'approcher des 30 degrés. Moi, je commence à 25. Et après, il y a des petits appareils qui existent aussi pour mesurer la pente qu'on peut mettre sur les bâtons, et là, ça donne un chiffre précis. L'autre jour, j'ai vu des bâtons qui avaient un niveau à bulle, sauf que le niveau à bulle, il commençait à 30, donc on ne sait pas si quand c'est en dessous de 30, on ne sait pas. Une question pour le spécialiste. Est-ce que gobelet rime forcément avec danger? Alors non, gobelet pas forcément. Un gobelet enfoui va rimer avec danger, mais un gobelet à la surface ne rime pas avec danger. Que pensez-vous des 6 facteurs data avalanche? Les 6 facteurs data avalanche, ils sont super. Si vous allez faire un stage, ils vont forcément être évoqués. Donc si vous les donnez, il va y avoir l'indice du BERA, il va y avoir l'inclinaison de la pente. Ça, c'est des facteurs qu'on peut savoir un peu à l'avance si on regarde les cartes et si on regarde le BERA. Il va y avoir, si on voit des traces d'avalanche récentes, et si la température. Donc ça, c'est des observables qu'on peut avoir en regardant facilement autour de toi. On voit s'il se met à faire chaud, ou on voit s'il y a eu déjà des avalanches qui sont parties, il y a déjà eu des traces, des observables, on appelle ça sur le sol, sur le terrain de la montagne. Et après, il va y voir ce qui va se passer dans le manteau neigeux. Donc s'il y a une surcharge du manteau neigeux par une nouvelle neige, ça peut être la neige qui est en train de tomber quand il neige, mais ça peut aussi être par le vent. Souvent, on va s'inquiéter quand il neige, on se dit oulala, il y a plus de neige, ça peut partir en avalanche. Mais le vent, c'est aussi un phénomène qui est hyper important et qui va déclencher plein d'avalanches. Et le dernier, c'est s'il y a des couches fragiles enfouies dans le manteau neigeux, des couches fragiles persistantes. Le mieux, c'est où on fait une coupe du manteau neigeux. Mais on ne va pas s'amuser à le faire tout le temps, mais des fois on peut le déceler avec le bâton. Aussi, quand on plante le bâton, on peut avec l'habitude les sentir. Et aussi, si le BERA va parler de couches fragiles,
persistantes, ça veut dire qu'à un moment donné, elles vont exister, donc potentiellement sous les pieds on peut en avoir. Donc ça, c'est les 6 critères. Ça peut vachement nous aider sur le terrain à la prise de décision. S'il y a les 6 critères qui sont là, on sait que ça sent pas bon. S'il n'y en a qu'un seul, peut-être que c'est gérable. Donc c'est quelque chose qui est vraiment top. On l'a pas mis là pour pas surcharger parce qu'on avait un temps réduit, mais ça c'est quelque chose qui va être évoqué dans tous les stages que je vous invite à faire. On a une question qui nous dit est-ce qu'un téléphone peut brouiller les ondes DVA? Ouais, totalement. À chaque fois que j'essaye de faire la manip pour montrer que ça brouille pas, mais un téléphone peut vraiment brouiller, même tout appareil électronique peut brouiller les ondes d'un DVA. On dit de mettre 30 cm entre le téléphone et le DVA. Si le DVA est dans son holster qui est sur vous, le téléphone on le met le plus loin possible, donc par exemple dans le pantalon. Il y en a qui mettent le DVA dans le pantalon, du coup on met le téléphone à l'opposé pour qu'il y ait le plus de distance possible. À un moment donné, on disait d'éteindre le téléphone à chaque fois qu'on était en ski. Sauf que le rallumer, ça prend 3, 4, 5 minutes. Et s'il faut appeler les secours, c'est pas top. Et en plus, on utilise maintenant de plus en plus le téléphone pour les photos, le téléphone pour la carte, le téléphone pour plein de choses. Même s'il faut essayer de savoir faire sans. Donc on ne peut pas forcément tout le temps l'éteindre, mais il faut vraiment mettre de la distance au maximum. Quand on fait une recherche, si on peut l'éteindre, quand on fait une recherche, si on peut laisser tous les appareils qui sont électroniques, en fait, le plus loin possible de l'avalanche, c'est le mieux. On a une question actuelle. Il y a quelqu'un qui nous demande si le sirocco, le sable du coup qui est arrivé du Sahara, a eu un effet sur la stabilité du manteau neigeux. Ce que j'ai pu observer dans les derniers jours, c'est qu'au niveau du sirocco, il y a vraiment une couche qui a plus de cohésion. Ça, c'est vraiment quand on va faire une coupe du manteau neigeux. Et sinon, quand on observe les avalanches qui ont eu lieu déjà, on va souvent voir que c'est parti au niveau de la couche du sirocco. Donc je ne vais pas vous détailler qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'ai pas assez réfléchi là-dessus, mais c'est sûr que ça crée une couche de fragilité et c'est sûr que ça joue énormément sur la situation avalancheuse du moment. Et on a une autre personne qui nous demande, selon l'état d'avancement de la saison, est-ce qu'on devrait plutôt skier sur les faces sud ou les faces nord? Oui, mais ça dépend de qu'est-ce qui se passe. Vous dire qu'il faut skier toujours en sud au début d'hiver et en nord en fin d'hiver, bah, peut-être ça peut marcher, mais il y a des jours où ça ne marchera pas. Donc dans la globalité, ça peut influencer, mais pas que. Et tous les cas sont différents. Et se dire qu'on va faire ça, ça va être hyper simpliste et c'est le meilleur moyen de se prendre. Il y a aussi une question d'horaire, surtout. Oui, il y a aussi une question d'horaire. Si on est en face sud à 6h du mat, c'est pas pareil que si on est en face sud à 14h où ça a bien chauffé. Quand il y a des avalanches par rapport à une nouvelle neige qui arrive, typiquement, bah, ça va neiger de partout. Donc qu'on soit en sud ou en nord, ça ne change pas. On a une personne qui nous demande si on est plus en sécurité lorsqu'on skie en forêt. Alors, question piège. Souvent on dit que si c'est une forêt qui est assez écartée, les arbres vont faire comme des pointillés et il y a des avalanches qui peuvent partir. Par contre, ça va plus sectoriser les avalanches, elles seront moins volumineuses. Par contre, ce qui se passe, c'est que s'il y a une avalanche dans une forêt, quoi qu'il arrive, vous avez de très fortes chances d'être broyé contre un arbre. Et DVA, pas DVA ou quoi, on n'en parle pas. Donc, ça fait mal. Donc, c'est une fausse notion de sécurité, il faut s'en méfier. Il y a eu aussi des cas où les personnes étaient dans la forêt, l'avalanche est partie au-dessus et est venue dans la forêt. Donc, c'est une fausse notion de sécurité. Ça peut l'être des fois, mais pas toujours. Donc, méfiate. La méthode 3x3 est-elle toujours d'actualité? La méthode 3x3 est toujours d'actualité et on l'a plus ou moins évoqué puisqu'on a parlé de avant la sortie, on a parlé de pendant la sortie, donc on aura pu parler de la préparation, de juste avant et des moments clés de la sortie. On a parlé des conditions, on a parlé de l'itinéraire, on a parlé du groupe. Donc là, même si on n'a pas évoqué le sujet du 3x3, c'est globalement ce qu'on a fait. Et enfin, on nous demande, est-ce que les guides comme Pierrick aident Météo France à établir le BERA en fonction des conditions sur le terrain? Alors, habituellement, c'est les pisteurs qui font ça, qui tous les jours font des relevés et les donnent à Météo France. Cette année, comme il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ce système-là qui est mis en place, il y a certains guides qui font des relevés à la place des pisteurs qui les envoient à Météo France. Il y en a quelques-uns, j'en fais pas partie, mais oui, il y a des guides actuellement qui font des relevés qu'ils envoient à Météo France. Ces relevés, ils sont faits de manière moins régulière et de manière moins globale que quand il y avait les stations qui étaient ouvertes.
Donc le BERA a un peu du mal, c'est plus compliqué pour les météorologues de le faire parce qu'il n'y a pas tous les relevés qui étaient faits dans toutes les stations, tous les jours, tout le temps. Mais il y a des guides qui font des relevés et qui les donnent à Météo France. Il y a tout un partenariat qui s'est mis en place. Par rapport à une des premières questions qu'on a eues, il y a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'un gobelet? Qu'est-ce qu'un gobelet? Un gobelet, c'est un type de neige. La neige va avoir plusieurs aspects. Ça se joue au millimètre, voire encore plus petit. Différents grains de neige. Donc un gobelet, c'est un grain de neige où entre eux, ils ne vont pas se tenir, donc il n'y aura aucune cohésion. Donc s'il y a de la neige au-dessus, ça fait comme des billes dans un roulement à billes, ça glisse. S'il n'y a rien au-dessus, on skie dans les billes et c'est cool. On nous demande si on peut être repéré avec le téléphone. Alors, non, mais oui. Cet hiver, pour la première fois, quelqu'un a été repéré avec le téléphone. Donc oui, c'est déjà arrivé. C'est arrivé une fois il y a quelques À semaines. Val d'Isère, ouais. À Val d'Isère. C'était un coup de... Enfin, il a été repéré au bout de 2h30. Hein. Oui, il a été repéré au bout de 2h30. Il avait la chance d'avoir une poche d'air et de pouvoir s'en être bien tiré. Il ne faut pas compter là-dessus. Pour répondre à la question, c'est un nouvel appareil qui est là depuis très peu de temps. Il y a uniquement les secouristes qui vont avoir. Donc ça va être un peu comme le système RECO. Ça va d'ailleurs fonctionner avec le système RECO. Ça va d'ailleurs fonctionner avec le système RECO. C'est un peu comme le système RECO. Donc les secouristes vont pouvoir vous retrouver avec le téléphone. Mais il faut que ce soit les potes qui te sortent si tu veux être à temps sorti. On nous demande si se mettre en mode avion sur le tel est une bonne idée. Moi, je répondrais que non, parce que j'avais fait une formation chez Arva et il nous expliquait en fait quand un téléphone est en mode avion, il va émettre des ondes pour faire bouclier autour de lui et que si le téléphone est proche du DVA, finalement, il va envoyer plus d'ondes que s'il n'était pas en mode avion. En fait, on parle du téléphone parce que tout le monde a son téléphone dans sa poche, mais tous les objets électroniques, par exemple, ça peut être une GoPro, ça peut aussi brouiller les ondes. C'est pas les câbles, le télésiège, tout ce qui fait du bruit électronique. On ne vous a pas fait une démo des Arvala parce qu'on est dans un bâtiment, il y a plein de métal autour de nous et ça peut brouiller les ondes. Donc c'est pas le fait d'avoir le téléphone en mode avion qui va influencer. Le mieux c'est de le tenir loin quoi qu'il arrive. On nous demande s'il faut arrêter le hors-piste à partir d'une certaine heure. Eh bien, des fois oui. Au printemps. Mais des fois non. En janvier, l'horaire n'aura pas d'influence sur les avalanches. On peut très bien prendre une avalanche à 6h du mat'. Il y a des moments où la température, en fait c'est pas l'heure, c'est la température qui va vraiment jouer, ce moment va peut-être favoriser les avalanches. Et effectivement, si on est rentré tôt, on a vachement plus de chances de survie, vachement moins de chances d'en prendre une sur la tête. Avec les conditions printanières en ce moment, je pense qu'il faut quand même faire vraiment attention à l'horaire. Et là, ça fait partie des conditions où… Tout ça, c'est évoqué dans le BERA, dans le petit texte qui va décrire les différentes conditions nivologiques qu'il va y avoir et ce sur quoi il faut se méfier. Et il y a quelqu'un qui nous demande du coup, très bonne question, c'est quoi la méthode 3x3? La méthode 3x3, c'est en gros, c'est se poser plusieurs fois les questions sur est-ce que au niveau du terrain c'est adapté, est-ce qu'au niveau des conditions c'est adapté, est-ce qu'au niveau du groupe, que ce soit la forme physique, que ce soit le matériel, que ce soit tout ça, c'est adapté. Donc on va se le poser quand on prépare la sortie, quand on va regarder la carte. Si je prépare, je me dis que je vais faire un truc super dur et que je suis avec des débutants, ça ne va pas le faire. Donc avant la sortie. Il y a le matin, typiquement on arrive au parking, on prend un peu la température. Si tout le monde a mal dormi, peut-être qu'il faudra changer de plan. Si il se met à faire hyper mauvais alors qu'il annonce c'est beau, il faudra peut-être changer le plan. Et après, il y a dans la sortie, c'est bien d'avoir repérer des moments clés où on va se reposer toutes ces questions et pas hésiter à un moment donné à prendre du recul pour se reposer les questions dans la sortie. Donc c'est 3 moments et 3 items et on va se poser les questions à chaque fois de en gros est-ce qu'on est au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin sur le sujet, il y a le GMHM qui a fait une super vidéo humoristique où ils expliquent la technique du 3x3 en Patagonie et ça vaut le coup d'être regardé. Et on a une dernière question, du coup, le sable a-t-il une incidence sur le déclenchement des avalanches? Alors, il ne me semble pas que le sable a fait partir au moment où il tombait des avalanches, mais ça crée des fragilités. Et si ça part, c'est en grande partie de par le fait qu'il y ait une fragilité créée par le sable. Donc peut-être que sans le sable, ce serait pas parti, peut-être que ce serait parti. Mais on voit que vraiment il y a une fragilité à cause du sable. Donc on peut répondre que oui. Donc c'est pas le fait que le sable, au moment où ça arrive, que ça va déclencher, mais c'est plus maintenant, à l'heure actuelle, que ça a créé une couche fragile. Ça a créé un manteau neigeux qui va être moins sain que s'il n'y aurait pas eu de sable. Ok.
on a fait le tour des questions. Merci Pierrick. Merci Jérémy. Bon bah merci beaucoup d'avoir été présent à cette présentation, c'était vraiment une grande... Oui, peut-être que c'est mieux un micro, peut-être que vous m'entendez mieux comme ça. Bon bah merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette présentation, je vais y arriver. Merci Jérémy pour toutes ces infos et merci Pierrick aussi pour tous les détails techniques. C'est vraiment une grande première pour nous et on est vraiment super contents parce que vous avez été très nombreux à participer et à réagir dans le chat, donc merci vraiment de votre engouement. J'espère qu'on a été assez précis sur le sujet. On contactera les participants qui ont gagné les sacs Millet et la pelle et la sonde via Facebook, donc restez connectés. Et on partagera aussi le replay du live dans l'événement Facebook pour ceux qui sont arrivés un peu en retard ou qui ont manqué des informations. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Merci encore à tous. Merci encore une fois Jérémy et Pierrick. Et merci à Millet également pour cet événement. À très vite.